Bienvenue à cette conférence sur l'humain et l'intelligence artificielle. Nous avons le plaisir d'accueillir Paul-Olivier Dehaye, mathématicien de formation, spécialisé dans l'intelligence artificielle. Paul-Olivier Dehaye est notamment connu pour avoir été aux sources de l'affaire Cambridge Analytica, qui a permis de montrer notamment que Facebook vendait des données privées qui ont permis d'influencer des votations, notamment pour les élections présidentielles américaines. Je voulais justement donc, vous parler de l'IA et de l'humain et commencer par un peu l'humain et ma motivation pour travailler dans ce domaine. Ça, c'est des images que j'ai produites avec l'intelligence artificielle générative, avec mes enfants, pour notamment préparer l'anniversaire de mon fils. Et je lui ai juste dit, il faut que ce soit un mélange de deux choses. Et donc tout de suite, c'était Ninjago et football. Donc, on a commencé à générer des images comme ça, en disant fais-moi une boîte de Lego, fais-moi un ensemble de Lego. Et puis, en fait, en bas à droite, il y avait quelque chose qui commençait à ressembler à du vrai, un vrai set Lego. Et mon fils m'a dit tout de suite oh, papa, est-ce qu'on l'achète? Est-ce qu'on peut l'acheter? Dans cette petite histoire, il y a un mélange de ce qui s'est passé au cours des 25 dernières années autour d'Internet, qui est une énorme motivation pour les gens de mon âge pour maintenant travailler dans le domaine. C'est-à-dire que quand on a commencé Internet, quand Internet a vraiment commencé aux alentours de 1998, c'était un espace où on pouvait créer les choses en mélangeant différentes idées ensemble, où on pouvait être extrêmement créatif, où on pouvait apprendre énormément de choses, qui était extrêmement libérateur pour quelqu'un qui avait votre âge, quelqu'un comme moi qui avait votre âge. C'était un espace de découverte, d'aventure, d'innovation, un espace très excitant. Mais, vers 2001-2002, beaucoup de ces dynamiques-là ont été capturées progressivement par des intérêts commerciaux. Et j'inscris mon travail maintenant dans l'idée que, reproduisons pas les mêmes erreurs. Soyons plus malins cette fois-ci autour de ces nouveaux outils. Et essayons de s'assurer d'une certaine base démocratique là-dessus. Si vous voulez comprendre un objet, si vous voulez comprendre quelqu'un, comprenez les relations que cette personne a avec d'autres, par exemple. D'accord? Si vous voulez vraiment comprendre un sujet à l'école, comprenez les relations de ce sujet aux autres sujets qu'on vous apprend. Plutôt que de faire comme Yahoo, qui à l'époque, en 2000, utilisait des humains pour regarder les pages et pour dire cette page parle de tel sujet, je vais aller la classifier comme ça, aller dans ma bibliothèque virtuelle. Plutôt que de faire ça, ce qu'ils ont commencé à regarder, c'est telle page lie vers telle autre page. Donc, on peut supposer qu'il y a un lien entre les deux au niveau du sujet, mais aussi au niveau de l'importance. Donc l'idée, c'est qu'il y a quelqu'un qui va cliquer au hasard. D'accord ? Donc il va partir d'une page, il va cliquer, tac, 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 et les pages où il va arriver auront, on présume, plus d'importance que la page de départ. Une sorte de manière de diffuser l'importance de la page originale vers d'autres pages. Dans une bibliothèque, c'est ce qu'on fait. On va prendre un livre, un ensemble de mots, un autre, et on va essayer de les ordonner du mieux qu'on peut sur des étagères pour que les mots proches, les livres proches, aient un sens proche. Il va y avoir un rayon sur les animaux, un rayon sur les biographies, un rayon sur l'histoire, un rayon comme ça. C'est une forme de proximité entre livres qu'on cherche à maintenir dans l'espace physique. Donc pour chaque mot, on a 1000 chiffres, si vous voulez, 1000 nombres. Et puis, on est bien embêté parce qu'un espace à 1000 dimensions, on a du mal à le concevoir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va replonger ça en 2D, comme vous voyez ici sur l'écran. Donc quand on fait ça, on s'aperçoit que les mots au sens proche sont proches. Okay? Mais c'est pour ça qu'on l'a fait en fait. Pour essayer de retrouver les mots dont le sens était proche, et on l'a fait, encore une fois, sans injecter de l'humain là-dedans. Sans injecter directement de l'humain là-dedans, juste en prenant des phrases qui ont été écrites par des humains, et en voyant que ces mots apparaissent souvent en proximité les uns des autres, donc doivent avoir un sens qui est informé par les mots qui sont autour. Et donc en fait, on voit que ce modèle a non seulement appris des relations entre mots, mais des relations entre relations aussi. Donc on a, par exemple dans ce diagramme-là, on a homme-femme, roi-reine,
D'accord, deux relations entre mots, F et G. Et regardez bien ce que je vais faire, là, juste maintenant. On peut en fait voir ça à une autre échelle. Et donc, au lieu de partir de deux relations entre mots, on va comme maintenant parler de relations entre relations. Et en fait, c'est toute la promesse des Large Language Models, des outils comme ChatGPT, c'est de faire ces plongements pour après aller extraire ces informations qui sont émergentes. En fait. Si on arrive à apprendre aux machines à faire le pont entre français et italien, permettre à des Français qui n'auraient jamais rencontré des Italiens de leur parler directement, d'avoir ce filtre, qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir parler à des baleines? Si on veut diffuser un message, par exemple, si on est l'armée américaine en Afghanistan, et qu'on veut essayer d'augmenter l'attrait de l'armée américaine pour les Afghans sur le terrain, qu'est-ce qu'on peut faire? Une des choses qu'on peut faire, c'est envoyer des anthropologues sur le terrain pour aller poser des questions à des villageois au hasard et leur demander à qui vous faites confiance. C'est un développement des différentes armées, pas juste l'armée américaine, les armées en Europe aussi, pour comprendre comment influencer des populations. Donc ils font des études comme ça, ils créent des dashboards et puis ils réfléchissent aux messages qu'ils doivent diffuser pour influencer dans ces dashboards, donc faire passer certaines cases de rouge à vert, etc. C'est des vrais screenshots de choses qu'ils font vraiment. Tout ce dont on a parlé, c'est de raisonnement très linéaire, sur des objets très linéaires, des phrases. Ce que je vais faire après, pour pouvoir vous expliquer vraiment toute la puissance des LLM, de ChatGPT et tout ça, c'est que je vais devoir sortir de cette linéarité et vous parler de sujets qui sont intrinsèquement pas linéaires. La capacité à vous reconnaître sur une photo, elle n'est pas limitée au réseau social même. Après, c'est un outil qui peut être déployé dans un autre contexte. Au supermarché, une caisse automatique qui va vous reconnaître à l'entrée. C'est très difficile de ne pas être sur WhatsApp. Parce qu'il y a toutes des dynamiques de partage entre familles, etc. C'est impossible. On peut être sur plusieurs applications, dont certaines qui vont préserver mieux la vie privée, mais s'exclure de WhatsApp, même être sélectif sur les images qu'on partage sur WhatsApp, ça veut dire qu'on s'interdit de recevoir des photos sur WhatsApp. Donc c'est encore pire. C'est une forme d'auto-exclusion vis-à-vis de ses proches parce qu'on veut s'exclure d'une plateforme qui est dominante. Donc je vous avais promis de dépasser les raisonnements linéaires pour avoir des raisonnements qui regardaient un peu plus largement. Et ça, c'est par exemple les traces GPS d'un chauffeur sur un mois sur Genève. D'accord? Donc c'est toutes les 3 secondes sa localisation GPS. Toutes ses courses, le prix des courses, tout ça. Donc on a motivé les chauffeurs sur Genève et sur Paris à récupérer leurs données. Donc en bas, vous voyez 6 téléphones de chauffeurs, on leur a expliqué leurs droits, on les a aidés à faire des choses. Donc on peut commencer à regarder dans les outils que je vous avais montrés avant, à quoi ça ressemble ces données, des informations sur les trajets, vous voyez sans doute pas en bas, mais des informations sur le fare, donc combien ils ont été payés par trajet, des choses comme ça. Donc on leur faisait leur calcul de comptabilité en fait, de droit du travail et de comptabilité. On arrivait à des montants énormes, donc facilement 50 000 francs par chauffeur, alors que Uber leur proposait 5 000 francs. On a reçu un prix de sciences citoyennes pour avoir fait ça, donc de sciences participatives. On fait de la recherche, comme on peut faire dans les universités, sauf qu'on implique les chauffeurs Uber dans cette recherche. Donc là, je suis dans ChatGPT. Que peux-tu me dire sur l'Arve? Donc l'Arve est une rivière importante en France et en Suisse, connue pour son rôle dans l'écosystème local et son importance historique et culturelle. Voici quelques points clés à son sujet. Et puis, il commence à dérouler une explication. Géographie, l'Arve reprend sa source dans les Alpes, plus précisément dans le massif du Mont Blanc, en Haute-Savoie, France. Elle coule principalement à travers la région Auvergne-Rhône-Alpes, etc., etc. ChatGPT a pris un ensemble de textes massifs, mais juste massifs, l'ensemble du web et d'autres sources, par exemple des sources académiques, a analysé, a cherché à plonger des mots et des fragments de texte plus ou moins grands, des fragments plus ou moins grands de mots de texte,
et à essayer de voir les relations, non plus entre les mots, mais entre ces fragments de mots. Entre ces fragments de texte, pardon. Et c'est comme ça que ce texte est généré. C'est-à-dire qu'il se lance, commence à écrire quelques mots, et puis il va essayer de déterminer quelle est la suite la plus plausible basée sur ce qu'il y avait au départ. Donc il y a une forme de raisonnement, d'essayer de comprendre les liens de causalité. Mais partout, c'est probabiliste. Donc c'est pas du tout du déterministe. Il va se nourrir de documents académiques, notamment, dont on va penser qu'ils ont plus de chances d'être vrais, mais ça va rester un modèle sur du langage et des surcouches de compréhension de liens, comme je l'ai expliqué avant, de liens entre différents mots. Donc ce système va voir que dans beaucoup d'articles, c'est pas seulement ce mot-là qui est en relation avec ce mot-là, c'est cette idée-là, ce bout de raisonnement-là qui est en relation avec cet autre bout de raisonnement-là. Donc il va incorporer ça, mais toujours de manière probabiliste.